There many was the most important thing were two. One, the responsibility lied with the international community to disarm these people, because we think the whole aim is to carry out the genocide again. We shall not accept it. And that if the international community cannot do something about it, we shall have to do something to do about it ourselves. I didn't go into details of what we were going to do. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire. Et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs, aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business, c'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Nous sommes alors le 28 janvier 2025. En ce début d'année, le Congo démocratique connaît une nouvelle agression rwandaise qui décide alors d'envoyer des soldats pour financer, armer et équiper un mouvement rebelle qui se nomme le M23, un mouvement rebelle dénoncé et même traité d'organisation terroriste par le gouvernement du Congo. L'armée rwandaise a envoyé 3000 soldats pour appuyer ce groupe rebelle qui a pris Goma, l'une des villes qui se trouve dans la région du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le Congo, bien entendu, accuse le Rwanda d'agression et aussi d'envoyer des soldats dans un territoire qui n'est pas le sien. Le Rwanda, quant à lui, accuse la RDC de mentir. Bref, on peut dire que les tensions entre les deux pays se sont accrues durant ce 28 janvier. L'armée congolaise, quant à elle, est en train de perdre du terrain face à un groupe rebelle qui massacre, pille les populations du Kivu à ce moment-là, mais en réalité depuis très longtemps, avec le soutien de pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi le fait que ce massacre révèle aussi un pillage systématique des ressources minières congolaises, des ressources qui seront utilisées pour pouvoir fabriquer nos ordinateurs, nos téléphones portables, et aussi que ce massacre, qui dure depuis plus de 30 ans, se passe comme ça, avec le silence complice de la communauté internationale et des puissances, notamment occidentales. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi le Congo est-il en guerre, pourquoi le Rwanda attaque, pourquoi personne ne dit rien. Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, l'histoire du Congo et de la guerre civile, c'est maintenant.
comprendre ce qui se passe actuellement au Congo, il faut alors remonter en arrière en 1994. Alors, à cette époque, en 1994, cela fait plus de 25 ans que Mobutu dirige le Congo depuis son coup d'État en 1965. C'est un dictateur sanguinaire, soutenu, armé, financé par des puissances occidentales, américaines, françaises et belges. Mais à ce moment-là, Mobutu a de mauvaises relations avec l'Occident parce que Mobutu auparavant était utilisé comme un instrument pour combattre le communisme en Afrique. Mais le souci, c'est que le communisme n'existe plus. Du coup, Mobutu il ne sert plus à rien. D'ailleurs, il y aura eu des événements très tragiques qui vont se passer puisque les populations congolaises vont manifester, vont attaquer des ambassades américaines et belges. Du coup, les Belges et les Américains décident de rompre leurs relations avec Mobutu parce qu'ils lui reprochent de n'avoir pas protégé leurs ressortissants lors des révoltes populaires. Mobutu est alors seul. Il a perdu le soutien de ses anciens parrains et le monsieur cerise sur le gâteau, il va alors aller en Suisse pour pouvoir tenter de guérir d'une maladie horrible qui est le cancer de la prostate. Oui, vous avez bien entendu. Du coup, le Congo est à ce moment-là un pays très appauvri, il y a des tensions et le pouvoir limite est vacant puisque le président n'est pas là. Et au même moment, le Rwanda connaît une tragédie, il s'agit du génocide du Rwanda. Alors, pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, en fait au Rwanda, on a deux populations, les Tutsis minoritaires et les Hutus majoritaires. Non, je vous ai menti. En réalité, les Tutsis et les Hutus, c'est le même peuple, la même langue, la même culture. En fait, en Kinyarwanda, qui est la langue du Rwanda, Tutsi veut dire éleveur, celui qui élève les vaches, et Hutu veut dire agriculteur. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme un peu comme si je vais en France, je vois les boulangers et les ouvriers, par exemple, ou bien les boulangers et les informaticiens. C'est en fait une différence sociologique. Les paysans et les éleveurs vu qu'ils élèvent des vaches, ils sont, entre guillemets, plus riches, du coup, c'est un petit peu l'aristocratie à ce moment-là. Oui, du coup, le Rwanda a été organisé pendant très longtemps sous ce système où on a les Hutus, donc les paysans, qui forment un peu le tiers-État, si je dois le comparer à l'Europe, et les Tutsis, qui eux représentent la monarchie, qui représentent la royauté, la richesse et le pouvoir. En gros, c'est ça. Donc la royauté, le tiers-État, le roi et les serfs. Aussi simple que ça. Mais c'est le même peuple. Très important de le dire. Mais malheureusement, les Belges vont finir par coloniser le Rwanda et pour diviser ce pays, pour pouvoir mieux le contrôler, bien sûr, ils vont décider de créer ces deux différences sociologiques, sociales, en différences ethniques. Ils vont créer sur mesure deux peuples qui en réalité est le même, Tutsi et Hutu. D'ailleurs, les Belges vont dire que les Tutsis sont supérieurs et que les Hutus sont inférieurs. Et au Burundi, le Burundi qui est un pays voisin du Rwanda, qui d'ailleurs c'est carrément le même peuple parce qu'il y a les Hutus et les Tutsis, les Belges vont faire la même chose mais de façon inversée. Les Tutsis sont inférieurs, les Hutus sont supérieurs. Donc déjà il y a quand même un paradoxe. Si les Tutsis sont supérieurs au Rwanda, pourquoi ils sont supérieurs au Rwanda et pourquoi ils sont inférieurs au Burundi? Vous voyez un petit peu le machiavélisme dans cette histoire. Et cela va malheureusement diviser ces peuples. Des tensions vont apparaître. Et à l'indépendance du Rwanda, les Hutus, qui se sont fait discriminer par leurs soi-disant Tutsis, vu qu'ils étaient la race entre guillemets supérieure, ils ont été privilégiés par la colonisation, ça crée des tensions, et les Hutus prennent le pouvoir et se débarrassent des Tutsis. D'ailleurs, beaucoup de Tutsis se feront massacrer, et beaucoup d'entre eux vont aller fuir en Ouganda, un pays voisin. Au Burundi, ce sera la même chose, mais de façon inversée. C'est les Tutsis qui prennent le pouvoir et qui vont massacrer les populations, les Hutus. Et on peut dire que à ce moment-là, tous les ingrédients sont présents pour mener au fameux génocide qu'on connaît. Du coup, plusieurs années plus tard, en 1990, une guerre civile éclate au Rwanda entre d'un côté le FPR, Front Patriotique Rwandais, dirigé par un certain Paul Kagame. Ces rebelles-là sont issus des réfugiés Tutsis qui avaient fui le Rwanda à l'indépendance en 1960.
1959. Et bien entendu, ils veulent revenir dans leur pays. Ils sont puissamment soutenus par l'Ouganda du président Museveni, qui a justement une dette envers eux parce que Museveni, le président ougandais, a pris le pouvoir par les armes avec le soutien de ses rebelles rwandais, notamment Paul Kagame par exemple. Du coup, le FPR, soutenu par l'Ouganda, va leur prendre du terrain et ils vont alors combattre le gouvernement rwandais Hutu, dirigé par un monsieur Juvenal Habyarimana. D'ailleurs, Habyarimana est très proche de Mobutu. Ils sont d'ailleurs très proches. Ce sont de très bons amis. Et Mobutu Sese Seko, président du Congo voisin, va alors envoyer des soldats pour soutenir Habyarimana. Habyarimana sera soutenu par la France, qui va devenir un peu le nouvel allié du Rwanda. Paul Kagame, quant à lui, est soutenu par l'Ouganda, mais aussi soutenu par le Kenya, mais aussi soutenu par les anglo-saxons, Israël, la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Paul Kagame a été formé aux États-Unis. Il parle, d'ailleurs, pour preuve, il parle très bien l'anglais, qui n'est pas la langue du Rwanda, puisque au Rwanda, la langue officielle, c'est le français, vu qu'ils ont été colonisés par la Belgique. Et on peut dire que les Américains vont soutenir le président ougandais, M. Museveni Yoweri, qui est alors très proche des Américains, et ils vont soutenir le FPR. Alors, pourquoi la France soutient le Rwanda? Pourquoi les Américains soutiennent les rebelles? En fait, après la fin de la guerre froide, il y aura un peu une espèce de tension entre la France et les Américains, parce que les Américains considèrent que l'Afrique doit être sous leur influence et ils veulent se débarrasser de l'influence des anciennes puissances coloniales comme la France. La France, bien entendu, ne veut pas abandonner son influence. Et quand vous avez deux personnes qui veulent une chose, forcément que ça va créer un conflit. Et du coup, on assiste alors à une guerre froide entre d'un côté les francophones, c'est-à-dire la France, le Congo, de l'autre côté, Monsieur Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, Israël, la Grande-Bretagne et les Américains, qui va soutenir Paul Kagame, le président du FPR, Front Patriotique Rwandais. Cette guerre froide va créer une guerre civile généralisée et finalement en 1994 a lieu les accords d'Arusha en Tanzanie et finalement il y aura un partage du pouvoir entre les rebelles et le gouvernement. Tout est bien qui finit bien? Eh bien non, parce que en réalité, Juvenal Habyarimana a signé un petit peu son arrêt de mort parce que ses proches n'acceptent pas cet accord. Surtout qu'à l'intérieur du gouvernement, des Hutus extrémistes sont en train de grandir, sont en train de monter en puissance. Et quand Juvenal Habyarimana arrive dans son pays, après avoir quitté la Tanzanie, il arrive dans un avion. D'ailleurs, il n'est pas seul. Il y a un autre président, le président du Burundi, Monsieur Pierre Ndarimana. Ils vont alors aller à Kigali, la capitale du Rwanda. L'avion, qui est un petit avion privé, atterrit. Comme par hasard, 2 missiles apparaissent et vont abattre l'avion présidentiel et le président Habyarimana meurt sur le coup. Les extrémistes Hutus considèrent que c'est Paul Kagame qui est derrière cet assassinat et les Hutus extrémistes demandent au peuple Hutu d'aller massacrer les Tutsis. C'est le début du génocide rwandais. D'ailleurs, pas seulement les Tutsis seront massacrés, d'autres Hutus soupçonnés de collusion avec les rebelles ou soupçonnés d'être modérés seront massacrés. En 4 mois, plus d'1 million de personnes seront tuées, pour la plupart par des balles ou à la machette. C'est une véritable tragédie. D'ailleurs, le FPR, quant à lui, va lancer une offensive et ils vont prendre le pouvoir et renverser le gouvernement génocidaire rwandais qui était soutenu à bout de bras par la France. D'ailleurs, la France, craignant justement que certains de ses leaders qu'elle a soutenus se fassent arrêter et qu'ils puissent témoigner qu'ils ont fait le génocide, parce que sur ce coup-là, la France serait accusée d'être un co-génocidaire. Du coup, la France va alors lancer une opération turquoise avec l'accord de Mobutu et finalement l'armée française va intervenir pour accueillir des réfugiés rwandais, principalement des Hutus qui craignent justement de subir un peu une revanche des nouveaux maîtres Tutsis qui sont arrivés au pouvoir. Et parmi ces réfugiés, on y trouve des génocidaires qui avaient été formés par l'armée française. Ces derniers seront
pour la plupart mis au vert, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis mis au vert, c'est-à-dire on va les prendre et les ramener en France et ils seront cachés quelque part. Et on peut dire que l'opération turquoise sera très critiquée par le fait qu'elle est arrivée trop tard, par le fait aussi que beaucoup de génocidaires seront tolérés, que même on va les laisser rentrer au Rwanda. Mobutu, quant à lui, accueille certains des proches du président Habyarimana parce qu'il était proche d'eux et il accueille plus de 2 millions de réfugiés rwandais Hutus au Congo dans la région du Kivu vers les villes de Goma et de Bukavu dans la région de l'Est, dans les provinces de l'Est du pays au Congo. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que en fait ça va jouer un grand rôle dans cette histoire. Paul Kagame est devenu le président du Rwanda. Il a pris le pouvoir, c'est très bien, mais le souci c'est que les réfugiés Hutus qui se trouvent à sa frontière, il y a les anciens génocidaires qui vont décider de créer un nouveau mouvement, les FDLR, Front de Libération du Rwanda. Et ces rebelles vont alors s'armer et ils vont même lancer des infiltrations au Rwanda. Ils seront même soutenus par Mobutu, qui, comme je vous l'ai dit, était très proche du président Habyarimana. Il va alors soutenir ces rebelles et Paul Kagame voit cela d'un très mauvais œil. Mais Paul Kagame a aussi une idée en tête. Il souhaite renverser Mobutu, en finir avec les camps de réfugiés, mais aussi, surtout, le Rwanda est un petit pays. Un pays qui connaît une démographie très dynamique. Et Paul Kagame voit que son pays n'a pas de ressources. Il ne peut pas vivre comme ça. Il a besoin de terre. Et pourquoi pas conquérir une partie du territoire congolais? D'ailleurs, à l'est du Congo, dans la région du Kivu, il y a des populations rwandaises, des anciens réfugiés Tutsis qui avaient fui le pays en 1960 à l'indépendance du pays, enfin du Rwanda. Du coup, ces Tutsis, on les appelle les Banyamulenge. C'est un peu un tout nouveau peuple, mais ils n'étaient pas là à l'origine. Il n'y avait pas de Tutsis rwandais ou de Hutus rwandais à l'époque. Il n'y avait pas. Ils sont venus que très récemment. Mais Paul Kagame peut justement compter sur ses alliés, ces Tutsis rwandais, puisqu'ils font partie de la même ethnie, entre guillemets. Il peut compter sur eux pour pouvoir justement mener à bien ses projets d'annexion, d'expansionnisme, et pourquoi pas même de dire que finalement, le Kivu et le Nord Kivu, des régions du Congo, auraient appartenu au Rwanda depuis je sais pas combien d'années, et vu qu'il y a des populations Tutsis rwandaises qui vivent là-bas, du coup, le Rwanda a le droit d'envahir son voisin. Oui, je sais que cet argument ne justifie pas une invasion ou une agression, mais le Rwanda va alors utiliser ces prétextes totalement inventés pour justement attaquer. D'ailleurs, les populations congolaises voient d'un mauvais œil ces arrivants, et les Congolais s'en fichent que tu sois Tutsi et Hutu. D'abord, ce sont d'abord des Rwandais. Et les populations congolaises craignent qu'un jour, ces nouveaux arrivants pourraient peut-être les chasser. En tout cas, Paul Kagame peut compter sur le soutien fidèle du président Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui lui aussi veut prendre des territoires et exploiter des ressources au Congo, puisque toute la région de l'Est, il y a énormément de ressources, de l'or, du diamant, du coltan, mais ils sont pas seuls dans ce projet. Il y a aussi les Américains et la Grande-Bretagne qui veulent aussi exploiter ces richesses. Et justement, le fait que des groupes rebelles puissent exploiter des richesses, ça a un grand avantage parce que le prix des matières premières n'est pas énormément grand. Du coup, les coûts d'exploitation pour fabriquer par exemple un ordinateur sera très bas, très rentable, vu que la matière première utilisée pour la puce est très basse. Grâce à ce pillage, notamment fait par des groupes rebelles soutenus par des pays africains voisins. Les Américains, Israël et aussi la Grande-Bretagne sont d'accord pour ce projet d'invasion et d'annexion du territoire congolais pour mieux exploiter les richesses du pays à des prix défiant toute concurrence, et aussi que l'Ouganda et le Rwanda partagent aussi le même objectif. Du coup, ils ont des intérêts communs à attaquer ce pays. Mais le souci, c'est que le Rwanda et l'Ouganda et les Américains, les autres, ne peuvent pas attaquer comme ça. Il faut qu'ils aient un artifice, un maquillage pour pouvoir rentrer. Et ils vont décider de créer un mouvement rebelle d'opposition à Mobutu, l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo. Plein de leaders, de politiciens congolais d'opposants à Mobutu seront mis dans ce mouvement. Et il y a un monsieur, un ancien opposant de Mobutu. Cet homme se nomme Laurent Désiré Kabila, un ancien révolutionnaire congolais qui avait combattu
pendant très longtemps le gouvernement de Mobutu, et ce dernier, 30 ans après, du coup le début de son activisme politique, il est rappelé par le Rwanda et l'Ouganda. Kabila devient le chef de l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques de Libération. D'ailleurs, les Américains partagent aussi le fait de renverser Mobutu parce que Mobutu ne sert plus à rien, il est malade. Et finalement, en 1996, l'armée rwandaise, parce qu'il faut savoir que l'AFDL, la majorité des soldats sont des soldats rwandais et ougandais. Donc d'un côté c'est un mouvement congolais, mais en réalité c'est plus un mouvement congolo-ougando-rwandais. Et en 1996, ce groupe rebelle lance des offensives au Congo. Très rapidement, ils vont prendre le contrôle des camps de réfugiés. Les génocidaires, pour la plupart, ont décidé de fuir. Beaucoup seront neutralisés. Et la majorité des réfugiés rwandais seront repris, ils vont retourner au Rwanda. Mais le souci, c'est que 100 000 personnes manquent à l'appel. Parce que oui, les soldats rwandais veulent aussi se venger de ces Hutus qui les avaient massacrés auparavant. Du coup, beaucoup de Hutus seront massacrés. Il y aura même des corps qui seront jetés dans les rivières avoisinantes. Et les quelques Hutus qui survivront, parce qu'il y aura 100 000 morts, donc ces 100 000 seront tués, les quelques-uns qui arriveront à survivre, ils vont décider de fuir et ils vont traverser tout le Congo. Ce sera limite une marée humaine et ils seront poursuivis par les rebelles rwandais. D'ailleurs, ils vont réussir, en tout cas les quelques-uns qui vont réussir, vont finalement quitter le Congo. Mais pour vous dire qu'il y aura énormément de personnes qui vont mourir lors du chemin. Parce que c'était vraiment une marée humaine et beaucoup par la fatigue, les maladies, tombaient littéralement sur le sol. Bref, c'était un massacre abominable. Et à ce moment-là, la communauté internationale ne dira rien parce que les Américains et l'Occident veulent que Paul Kagame, enfin pas que Paul Kagame, mais ils veulent renverser Mobutu. Ils veulent assouvir leur plan. Or, si les Nations Unies décident d'intervenir et d'envoyer les casques bleus, du coup, l'AFDL, ce groupe rebelle financé par tous ces pays que j'ai cités auparavant, seront bloqués. Du coup, les Américains et la Grande-Bretagne feront pression sur l'ONU pour ne pas qu'ils regardent, malgré le fait qu'il y avait des massacres qui se passaient. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés Hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda parce qu'il fallait balayer Mobutu après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Les gens se sont tus, ils n'ont rien fait. L'AFDL de Kabila commence à prendre du terrain, et en 7 mois, le Congo est ainsi contrôlé par les groupes rebelles. Et finalement, Mobutu, abandonné par tous, y compris par la France qui va décider de le lâcher, il va fuir et il va mourir au Maroc 4 mois plus tard, déçu de son cancer qui finalement n'a pas été résolu. Laurent Désiré Kabila devient président de la République démocratique du Congo. Il va d'ailleurs mettre plein de politiciens, d'hommes politiques rwandais dans son gouvernement. Le chef d'état-major de l'armée congolaise est James Kabarebe, un Rwandais. Ça vous montre que Kabila était très influencé par les Rwandais et les Ougandais. D'ailleurs, Kabila a même signé des accords avec les Américains où il promettait de donner ses ressources comme ça à ses voisins, mais aussi aux États-Unis. Du coup, tout allait bien. Les Américains sont contents, les Britanniques sont contents, les Rwandais et l'Ouganda sont contents. Ils peuvent maintenant exploiter les ressources et occuper le pays. Seulement que Kabila, au fur et à mesure du temps, il en aura assez de cette occupation qui commence à le déranger. Il voit les Rwandais et les Ougandais comme des acteurs très encombrants. D'ailleurs, le peuple congolais ne veut plus de ces soldats-là parce qu'ils se sentent occupés par des voisins. Et finalement, Kabila se rappelle qu'en réalité, c'est un révolutionnaire, c'est un nationaliste et il ne peut pas laisser son pays se faire piller et occuper comme ça par des pays étrangers, qu'ils soient africains ou autres. Du coup, 1 an plus tard, en 1998, Laurent Désiré Kabila décide de rompre ses relations avec ses alliés
américains, occidentaux et même africains, et ils demandent le départ de l'armée rwandaise et ougandaise du pays. Cela va alors avoir des points positifs parce que le peuple congolais va apporter du soutien à Kabila qui devient très populaire, mais Kabila a signé un pacte avec le diable et on peut pas rompre un pacte comme ça sans conséquence. Du coup, quelques jours après, l'Ouganda, le Rwanda, soutenu par l'Amérique et les puissances occidentales, vont lancer une nouvelle attaque au Congo et ils vont créer encore une fois un autre groupe rebelle de toutes pièces, le RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui en réalité n'est qu'un mouvement. En fait, c'est un peu comme l'AFDL, c'est juste un mouvement, on met des Congolais, mais en fait, c'est d'autres pays qui dirigent. Ce mouvement va prendre beaucoup de terrain et finalement, Kabila va alors accuser très rapidement le Rwanda et l'Ouganda d'agression parce que l'Ouganda et le Rwanda n'ont jamais reconnu d'être intervenus. Ils disent que, ces dirigeants, Museveni et Kagame, disent que non, c'est le RCD, c'est un mouvement congolais, c'est une affaire congolaise. Nous, on n'a rien fait. Mais Kabila, bien entendu, ne va pas croire à ces mensonges et il va alors accuser à la télévision l'implication, l'agression du Congo, l'agression de son pays par ses voisins ougandais et rwandais. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Et il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Laurent Désiré Kabila, le nouveau président, demande alors l'aide des Nations Unies pour justement condamner et obliger les envahisseurs à quitter le Congo. Mais les Nations Unies vont décider finalement de ne pas le soutenir. Et Kabila décide alors de se rapprocher d'autres alliés. Il va alors se rapprocher du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, du Tchad, de la Libye, qui vont tous envoyer des soldats pour aider le gouvernement de Kabila à combattre les groupes rebelles soutenus par l'armée rwandaise et ougandaise. Et finalement, en 1999, a lieu les accords de Lusaka en Zambie, mais personne ne respectera ces accords. Et il faut savoir que Kabila, au fur et à mesure du temps, va s'avérer être incontrôlable pour les Américains, parce que Kabila, vu qu'il est en guerre, il va alors décider de vendre ses ressources à des pays qui sont considérés comme des vilains petits canards pour les Américains. Kabila décide de vendre de l'uranium à l'Iran, l'Iran qui à l'époque est en train de faire un programme nucléaire, l'Iran qui est l'ennemi des Américains. Kabila va se rapprocher de la Chine, il se rapproche de Saddam Hussein en Irak, il se rapproche de Kadhafi en Libye. Bref, Laurent Désiré Kabila noue des relations avec tous les partenaires qui vont l'aider, donc qui vont en gros faire un peu cet échange entre matières premières contre armes. Et ça, les Américains ne peuvent pas l'accepter. Et il faut savoir une chose, c'est que il est très dangereux de défier les Américains, surtout pour des questions géostratégiques. Et comme par hasard, en 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par ses propres gardes du corps. D'ailleurs, des rumeurs disent même que ces gardes du corps
était en contact avec l'ambassade américaine. Et que d'autres rumeurs disent que le gouvernement ougandais et rwandais, qui sont devenus un peu les ennemis de Kabila, auraient participé au complot pour tuer Kabila. Mais finalement, après la mort de Laurent Désiré Kabila, c'est son fils Joseph Kabila qui prend le pouvoir. Mais très rapidement, Joseph Kabila, il faut savoir que ce monsieur, il convainc pas tout le monde, parce que déjà, le fait que le fils remplace le père, forcément que dans une démocratie, voilà quoi. Mais aussi que des gens disent que Joseph Kabila n'est même pas congolais, mais qu'il est d'origine rwandaise, et qui serait en réalité le fils adoptif du président de Kabila père. Voilà un petit peu, mais comme par hasard, quelques années plus tard, en 2002, a lieu un accord de paix entre Joseph Kabila et les groupes rebelles, qui vont d'ailleurs se démultiplier en plusieurs groupes rebelles différents, soutenus par l'Ouganda et le Rwanda. Ils font la paix, ils créent un gouvernement d'unité nationale, les élections sont prises, et en 2006, Joseph Kabila gagne ces élections, en fait des élections qui étaient plus ou moins truquées. On peut dire que le Congo se stabilise? Eh bien non, parce que l'Ouganda et le Rwanda continuent d'occuper le Congo principalement à l'est du pays et continuent de déstabiliser le pays en soutenant des groupes rebelles divers, notamment le M23. Le M23 qui est un groupe rebelle qui va apparaître en 2012, un mouvement issu du 23 mars, c'est pour ça qu'on l'appelle le M23, M pour mars, 23 donc 23, et ce groupe rebelle est composé majoritairement de Tutsis rwandais qui vivent au Congo. Ces Tutsis rwandais qui vivent au Congo se sont pas révoltés comme ça par hasard, parce qu'en réalité ils sont soutenus par le Rwanda. D'ailleurs le chef de ce mouvement est autre qu'un certain Laurent Nkunda qui est très proche du président rwandais. D'ailleurs les armes de ce mouvement rebelle là, on trouve des armes israéliennes, des armes américaines, des armes britanniques, ce qui vous prouve un peu qui sont les soutiens indirects du Rwanda et de l'Ouganda. Ce groupe rebelle du M23 va terroriser la population. Chaque jour, il y aura des viols, des massacres, des épurations et il y aura aussi des pillages. C'est-à-dire que l'or, le coltan sera ainsi exploité et les populations seront obligées, elles seront limite réduites en esclavage par les groupes rebelles pour pouvoir prendre le coltan qui seront mis dans des sacs qui seront ensuite, je dis le coltan mais il y a d'autres, il y a du diamant, de l'or, etc. qui seront mis dans des sacs qui seront envoyés à l'état brut au Rwanda et à l'Ouganda. Puis depuis le Rwanda et l'Ouganda, des entreprises américaines occidentales comme iPhone par exemple vont alors prendre ces minerais qui vont ensuite les transformer pour faire les téléphones portables et les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui. D'ailleurs il y a d'autres compagnies, il y a aussi Samsung, il y a aussi Hyundai, il y a aussi Apple, bref il y en a d'autres. Et on peut dire que finalement que le pillage du Congo et sa déstabilisation profite à beaucoup de monde. Profite au Rwanda, profite à l'Ouganda, profite aussi à d'autres pays comme le Kenya et la Tanzanie qui vont rentrer dans la danse, mais aussi profite aux Américains et à la Grande-Bretagne. Ces groupes rebelles qui commettent des crimes contre l'humanité. Chaque jour, il y a des viols, chaque jour, il y a des pillages, chaque jour, il y a des massacres. Mais bizarrement, la communauté internationale ne dit rien. Mais on pourrait même dire que cette communauté internationale est complice de ce massacre. Et vous allez me dire, mais pourquoi les autorités congolaises ne font rien? Parce que Joseph Kabila, le président là, va régner jusqu'en 2018, puis en 2019 a lieu une élection, et c'est Félix Tshisekedi qui devient le nouveau président du Congo. Ce dernier ne va pas faire grand chose, puis on arrive à 2025, où il y a le M23, financé, armé par les pays voisins, qui lance une nouvelle agression et qui conquiert la ville de Goma, dans la région du Sud Kivu, et les tensions se sont accrues énormément. On pourrait se dire alors, pourquoi le gouvernement congolais ne réagit pas? Il faut savoir que lors de la précédente accord de paix de 2002, là, les rebelles, une partie des rebelles, des opposants, ont intégré l'armée congolaise. Des gens qui ont tué, qui ont massacré, font partie de l'armée. Il y a aussi des Rwandais qui font partie de l'armée congolaise. Du coup, le gouvernement du Congo est infiltré. Et si un président décide d'aller à contresens, de faire les actions nécessaires pour stabiliser le pays,
demander à Laurent Désiré Kabila ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, si Kabila a été tué aussi facilement, c'est parce que son gouvernement était connu, puisque l'armée rwandaise avait déjà infiltré le gouvernement de Kabila avant qu'il les vire. Et vous savez, quand vous êtes infiltré, forcément que il est plus facile de vous atteindre. Du coup, je pense que c'est lié à ça, le fait aussi que les dirigeants congolais ont peur, sans doute, d'agir parce que sinon ils se feront éliminer, mais aussi, bien entendu, parce que il y a aussi la corruption. D'ailleurs, le Congo est l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. Du coup, la corruption et la peur sont sans doute utilisées pour justement que le gouvernement congolais n'agisse pas et que les voisins puissent avoir les mains libres, surtout que les voisins sont soutenus par des puissances étrangères qui veulent justement que la guerre continue pour exploiter à bas prix ces ressources minières pour pouvoir justement gagner des profits sur des téléphones, sur des ordinateurs, sur des PlayStation, etc., etc. Et cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Tout ça se passe et personne ne dit rien. La communauté internationale, les puissances de ce monde sont muets. On peut se demander pourquoi il y a ce silence, pourquoi il n'y a pas de réelles sanctions contre le Rwanda. En réalité, il y a plusieurs raisons. Parce que les puissances occidentales, notamment les Américains et la Grande-Bretagne, sont très proches de l'Ouganda et du Rwanda. Premier point. Et de plus, le pillage des ressources leur profite indirectement. Et d'ailleurs, le Rwanda, au fur et à mesure du temps, va s'avérer être un pays très important pour la Grande-Bretagne, pour les Américains et notamment la France. Par exemple, des soldats rwandais protègent aujourd'hui les entreprises pétrolières françaises telles que Total. Le Rwanda est un partenaire important pour l'Occident et justement, vu qu'ils sont importants, vu qu'ils sont utiles, les Occidentaux sont alors prêts à fermer les yeux sur les crimes que commettent ces mêmes dirigeants. Et bien entendu, il y a une chose qui, justement, est sans doute le grand responsable de ce fameux silence sur cette guerre au Congo. Est-ce que le gouvernement congolais du président Félix Tshisekedi ne va-t-il pas prendre enfin ses responsabilités? Ne va-t-il pas décider d'utiliser son courage pour justement défendre son pays, quitte à peut-être subir des conséquences? Va-t-il réussir à enlever cette infiltration rwandaise au sein du gouvernement? Est-ce que le gouvernement congolais va pas faire un changement d'alliance? Est-ce que le gouvernement congolais ne va pas dénoncer avec force l'hypocrisie occidentale? Mais voilà un petit peu, le peuple congolais souffre jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ces 30 ans de guerre successives auraient coûté la vie entre 6 millions à 18 millions de morts. Voilà un petit peu la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce qui se passe actuellement au Congo, parce que cette guerre ne date pas d'hier, elle date depuis déjà plus de 30 ans. Mais je suis au moins confiant d'une chose, parce que je vois que le peuple congolais est en train de réaliser, est en train de comprendre un petit peu. Il y a d'ailleurs eu des manifestations contre les ambassades américaines, britanniques et rwandaises au Congo. D'ailleurs, avec cette vidéo, vous comprenez pourquoi les Congolais sont fâchés envers ces pays. Et je pense que peut-être que la solution viendrait sans doute du peuple. Peut-être pas de ses dirigeants, mais peut-être du peuple lui-même, qui décide enfin de prendre ses responsabilités pour défendre le pays. Est-ce que le pays va-t-il se stabiliser? Est-ce qu'il n'y aura pas de nouvelles guerres? Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas d'autres événements? On peut dire que ça peut aller dans tous les sens. Dites-le moi dans les commentaires quel scénario vous pensez pour le futur. Voici ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, parce que c'est vraiment très important, parce que c'est un conflit où il faut le plus parler, parce que c'est un conflit qui a longtemps été méconnu, mais heureusement, aujourd'hui on en parle beaucoup plus, et il est important d'en parler, parce que certes, parler c'est quand même pas grand chose, mais c'est un petit pas, et chaque petit pas est quand même important. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se verra une prochaine fois. L'objectif était clair.
c'était s'ouvrir la voie d'accès aux richesses du Congo sans formalité. Et pour preuve, nous avons aujourd'hui le Rwanda qui est devenu l'un des tout premiers exportateurs mondiaux des minerais dont sa géologie ne regorge pas. Le coltan, le cobalt, et le niobium. C'est un pillage systématique des ressources du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous. Réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards.